Bonjour et bienvenue sur Michael Jackson, le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir au fil de ces prochaines semaines un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie et du bonheur au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. Au cours de la journée du 2 août, Jordy Chandler se rend dans le cabinet de son père afin d'y procéder à une extraction dentaire. Evan a alors l'idée de lui administrer un barbiturique classé dans la catégorie des psycholeptiques et des hypnotiques et qui est souvent utilisé pour calmer l'anxiété, l'épilepsie ou l'insomnie d'un patient. Le médicament, baptisé Amital Sodium, est amplement décrié aux États-Unis par de nombreux scientifiques car il a souvent été utilisé dans le cadre d'affaires judiciaires en tant que sérum de vérité pour faire avouer certains criminels supposés coupables. Et c'est précisément l'expérience que tente Evan Chandler sur son fils. Mais si les scientifiques américains s'opposent à l'utilisation de ce médicament dans le cadre d'affaires judiciaires, ce n'est pas essentiellement parce que l'amital sodium a été employé en tant que sérum de vérité, mais principalement parce que la personne traitée avec cette substance est fortement suggestible et peut donc fabriquer elle-même ce qu'on appelle en psychologie de faux souvenirs, si bien que lorsqu'elle est interrogée, elle est convaincue d'avoir vécu un événement et qu'elle est capable de le raconter dans les moindres détails sans jamais avoir la sensation que ce qu'elle relate n'a jamais eu lieu. Le patient, sous amital, risque également de déformer la réalité, c'est-à-dire qu'il peut partir d'un événement de la vie réelle, puis le transformer en exagérant son histoire tout en restant convaincu que ce qu'il raconte lui est bien arrivé. La perception et le jugement de Jordy Chandler sont donc inéluctablement altérés par l'absorption de ce produit que lui administre son père. Et alors, Evan Chandler pose des questions totalement orientées, puisque lui-même suppose que Michael Jackson entretient une relation malsaine avec son fils, et Jordy, sous l'effet total de l'amital sodium, commence à décrire les actes sexuels qu'il aurait subis de la part de Michael Jackson. En ce début des années 90, où l'amital sodium est très prisé en tant que sérum de vérité, Evan Chandler ne mesure pas encore l'étendue des dégâts qu'il va causer en droguant son fils et en le forçant à mentir. D'énormes dollars apparaissent devant les yeux d'Evan Chandler et il contacte directement son avocat. Le 4 août, une rencontre a lieu entre Evan, Jordy, Anthony Pellicano et Michael Jackson au Westwood Marquis Hotel de Los Angeles. Lorsque Jordy voit Michael, il vient spontanément dans ses bras pour lui dire bonjour. Puis les trois adultes se mettent autour d'une table et un débat agité démarre. Evan accuse ouvertement Michael d'avoir abusé de son fils et lui présente aussitôt le rapport rédigé par Matisse Abrams, psychiatre à Beverly Hills. Michael est sous le choc en entendant de telles calomnies, mais il ignore encore que c'est Jordy lui-même qui a parlé d'abus sexuels. En effet, Evan perdrait toute crédibilité s'il avouait que c'est au cours d'une séance dans son cabinet dentaire et après avoir drogué son fils que Jordy a commencé à accuser le chanteur. Evan est en larmes et implore Michael de lui révéler pourquoi il a fait tant de mal à son fils. Mais Michael se sent offensé par cette comédie et préfère quitter les lieux. Plus tard dans la journée, Pellicano se rend chez Barry Rothman, l'avocat d'Evan Chandler, afin de discuter plus en détail de la tournure que prend cette affaire. Evan propose alors à Pellicano une offre mûrement réfléchie. Contre la somme de 20 millions de dollars, il n'entamera pas de poursuite judiciaire contre le chanteur et aucun média ne sera contacté. Si Michael refuse, il jure de le mener devant un tribunal et de faire témoigner Jordy contre lui. Ce qui ressemble fort à un chantage ne fait alors que commencer. Lorsque Michael est mis au parfum des convoitises d'Evan, il décline la proposition et refuse catégoriquement de négocier avec cet être abject. Mais le détective privé de Michael lui suggère tout de même de ne pas se braquer et d'accepter un règlement à l'amiable en négociant les conditions pour éviter un scandale public et médiatique. Le 13 août,
Pellicano retrouve Rothman et Chandler pour faire à son tour une proposition. Pellicano sait que Chandler avait déjà participé à l'écriture du scénario du film comique Sacré Robin des Bois, réalisé par Mel Brooks, qu'il aime le milieu du cinéma et qu'il aspire à débuter une carrière de réalisateur. C'est pourquoi Pellicano lui propose alors l'écriture de 3 scénarios en 3 ans, dont la possibilité d'écrire la suite de Sacré Robin des Bois. Pour chaque scénario, il lui sera versé la somme de $350,000. Chandler semble hésiter un instant, refuse et fait une contre-offre. Il accepte la proposition précédente à condition d'être payé $5 millions par scénario au lieu des $350,000 offerts. Michael Jackson récuse cette requête et l'affaire est sur le point d'éclater si aucun accord n'est trouvé. Le chanteur présente une ultime proposition. Pour $350,000, Evan obtient un contrat pour réaliser un film. Mais Evan décline vigoureusement cette dernière proposition et jure de tenir parole. Il ternira à jamais l'image de Michael Jackson. Le 17 août, après avoir pris rendez-vous avec Matisse Abrams, Evan amène son fils chez ce psychiatre afin qu'il puisse écouter les déclarations de Jordi. Après l'avoir déposé, il se rend au tribunal où doit être statué qui va obtenir la garde de Jordi. June aimerait revoir son fils chez elle, alors qu'Evan s'y oppose, arguant qu'elle le laisserait à nouveau voir Michael Jackson. La décision est rapidement prise par le juge de confier la garde à la mère et Evan est contraint de lui ramener le jour même. Mais c'était sans compter sur les révélations de Jordi. Le jeune garçon confesse qu'il a été à plusieurs reprises abusé sexuellement par Michael Jackson durant les derniers mois et que tout aurait débuté lorsque Jordi partageait la chambre du chanteur. Michael l'aurait lentement mis en confiance en le serrant contre lui après avoir visionné un film d'horreur et qu'au fil du temps, et une fois la confiance installée, l'artiste aurait commencé à l'embrasser et à le caresser. Pour finir, Jordi déclare que c'est lors de son séjour à Monaco que Michael l'aurait masturbé et lui aurait demandé de lui faire la même chose. Matisse Abrams contacte immédiatement les services sociaux américains qui, à leur tour, se tournent vers la police de Los Angeles. Jordi, qui est entendu l'après-midi même, raconte la même histoire et aussitôt, le service de police de Los Angeles ouvre officiellement une enquête criminelle contre Michael Jackson basée sur les accusations de pédophilie faites par Jordan Chandler. Tom Sneddon, un homme de 52 ans, procureur du comté de Santa Barbara, est alors chargé de prouver la culpabilité de Michael. Ce qui va devenir l'affaire Chandler est sur le point d'exploser. Le lendemain, Michael apprend la nouvelle. Il est sous le choc et très en colère, mais doit se concentrer sur ce qui est sa priorité pour l'instant, la seconde partie du Dangerous Tour. Le 21 août, Michael atterrit dans la ville de Bangkok en Thaïlande afin d'y donner le coup d'envoi du second volet du Dangerous Tour. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique et avec une discrétion mesurée, le procureur Tom Sneddon autorise la police de Los Angeles à perquisitionner tous les lieux habités par le roi de la pop. Que ce soit au ranch de Neverland ou dans sa cachette située dans le quartier de Century City de Los Angeles, les policiers cherchent des preuves qu'ils pourront comparer aux dires des différentes personnes qui remettent en cause l'intégrité de Michael Jackson. Pour ce faire, ils saisissent livres, vidéos, photos et autres documents administratifs et personnels et des photographies sont prises des différents endroits examinés. Le 23 août, Michael se trouve à l'Oriental Hotel de Bangkok où il assiste à une conférence de presse organisée par Pepsi. Le lendemain, il donne son premier concert dans la ville devant 70 000 personnes alors que le reste du monde entend parler des rumeurs dont le chanteur fait l'objet. C'est la chaîne de télévision américaine KNBC qui lâche l'information selon laquelle la résidence de Michael a été perquisitionnée. Mais personne ne sait encore pourquoi. Howard Weitzman et Anthony Pellicano réagissent immédiatement, défendant la thèse selon laquelle le père du jeune garçon procède à une machination afin d'obtenir de l'argent de Michael Jackson et qu'en aucun cas, leur client n'a procédé à quelconque abus sexuel sur un jeune mineur. La bourde est faite et l'information est divulguée par le détective privé lui-même alors que les médias ne connaissaient pas encore les causes des perquisitions. Les médias du monde entier s'empressent de parler de l'affaire de pédophilie dans laquelle est mis en cause Michael Jackson. Le 25 août, alors qu'il doit donner son second concert à Bangkok, Michael le reporte au lendemain car il souffre de déshydratation. Michael est au plus mal, c'est une certitude, et ses proches le savent bien. Ainsi, son amie Elizabeth Taylor se rend en Thaïlande pour soutenir son plus sincère camarade. Jack Gordon, le mari de LaToya Jackson,
la sœur aînée de Michael, prend la parole pour le défendre et annonce que les accusations portées contre le chanteur sont complètement fausses. Mais le 26 août, Michael reporte une nouvelle fois, au lendemain, son concert et envoie un message audio dans lequel il rassure les fans et déclare qu'il a une entière confiance dans les investigations qui sont menées et qu'elles feront éclater la vérité. Brett Barnes et Wade Robson, deux jeunes amis de la star, apparaissent sur la chaîne CNN pour tenter à leur tour de défendre Michael. Mais leurs aveux font encore plus de dégâts. Ils admettent ouvertement avoir déjà partagé le lit de Michael et précisent que ça se passait dans un esprit bon enfant et sans aucune arrière-pensée. Mais le mal est fait car le public retient uniquement le fait que Michael partage son lit avec de jeunes garçons. Le 30 août, quelques minutes avant de monter sur scène, Michael est pris d'une violente migraine et décide d'annuler le concert qu'il devait donner et de le reporter à une date ultérieure. Aux États-Unis, c'est la chambre du Mirage Hotel de Las Vegas dans laquelle Michael réside régulièrement qui est minutieusement inspectée par la police. Tom Sneddon et le shérif de Santa Barbara, Jim Thomas, ne reculent devant rien, mais tout comme dans les autres lieux déjà visités, les autorités ne trouvent rien qui puisse mettre en cause Michael Jackson. Joseph, Catherine, Jermaine, Tito et Rebby Jackson donnent une conférence dans laquelle ils soutiennent leurs fils et frères et en profitent pour lancer un nouveau projet, les Jackson Family Honors, une cérémonie durant laquelle ils décerneront des récompenses aux personnes qui ont compté pour eux au cours de leur carrière. Aux États-Unis, c'est Gloria Allred qui est désignée pour défendre les Chandler, car c'est une avocate connue pour avoir plaidé dans de nombreuses affaires liées au show business. Elle remplace alors Barry Rothman. Tandis qu'à travers le monde, la presse fait ses choux gras des déboires judiciaires de Michael, June Schwartz opère un virage à 180 degrés époustouflant. Jusque-là convaincue de l'innocence du chanteur, elle et son mari, David Schwartz, craignent qu'Evan se retourne contre eux et si Michael est éventuellement jugé coupable d'attouchement sexuel lors du procès, de perdre totalement la garde de Jordi. C'est pourquoi June se range du côté de son ex-mari et soutient ses propos ainsi que ceux de son fils. Le 1er septembre, Michael est présent sur la scène du Dangerous Tour au National Stadium de Singapour pour son second concert reporté à de multiples reprises. Après le spectacle, il va se détendre en faisant du shopping jusqu'à 2h du matin. Avec la pression qui pèse sur lui, Michael est surexcité et a du mal à trouver le sommeil. De plus, pour tenir le coup durant l'épreuve qu'est le Dangerous Tour et face à la pression médiatique, le chanteur augmente sensiblement la prise de médicaments antidouleurs qu'il prend depuis l'accident qu'il a eu au cours de la publicité Pepsi en 1984. Cela lui permet un peu d'oublier ses déconvenus et de continuer à vivre dans un monde qui est en train de lui tourner le dos. Le 2 septembre, de nombreux artistes prennent position en faveur du roi de la pop au cours des MTV Video Music Awards. LaToya, sa sœur, tape du poing sur la table et affirme que les médias sont impitoyables avec Michael. Au cours du mois de septembre, Michael enchaîne les concerts pour sa tournée Dangerous à travers le globe. Le 14 septembre, aux États-Unis, une poursuite judiciaire civile est déposée à la Cour supérieure de Los Angeles. De son côté, Gloria Allred ne veut plus représenter la famille Chandler. Sans donner de raison particulière, elle démissionne et est rapidement remplacée par l'avocat Larry Feldman. Aurait-elle découvert que cette affaire n'est qu'une mascarade ? En tout cas, Michael Freeman, l'avocat de June Schwartz, quitte également l'affaire. Quelques jours plus tard, Michael donne un concert en Israël pendant qu'aux États-Unis, 2 détectives privés partent pour Manille, la capitale des Philippines, pour interroger un couple d'employés qui travaillaient à Neverland pour le compte de Michael. Mark et Faye Quindo déclarent aux détectives et plus tard à la presse qu'ils ont été les témoins de comportements abjects de la part de leurs ex-employés sur de jeunes garçons. Le seul problème de ces déclarations, c'est qu'elles ne sont étayées par aucune preuve concrète. Plus tard, les 2 détectives en charge d'interroger ces 2 individus déclareront que les Quindo ne sont motivés que par l'appât du gain puisque, outre leur manque de preuves évidentes, leurs affirmations ont été vendues à prix d'or à de nombreux journaux à sensation. Aux États-Unis, un soutien de poids vient épauler le camp Jackson. La mère de Ryan White, Jan White, déclare avoir vu Jordi Chandler au mois de juillet à Neverland et qu'à aucun moment elle n'a remarqué de l'embarras de la part du jeune garçon. Elle ajoute qu'elle ne croit pas une seconde que les accusations portées contre Michael Jackson soient basées sur la vérité. Fin septembre, Michael annule la série de concerts qu'il devait donner en Afrique du Sud à cause de la violence qui y fait rage. Jusqu'au 6 octobre, Michael se rend dans le chalet de Liz Taylor en Suisse. Lui
Si adulé dans les années 80 devient, au milieu des années 90, celui que tout le monde déteste, et même celui que tout le monde aime détester. Aucune mauvaise presse ne lui est épargnée. Il est jugé comme un marginal qui guette ses jeunes proies en vue de leur faire subir quelconque attouchement sexuel. La presse le rejette en masse et ne s'intéresse à aucun moment de savoir si ce qu'affirment les Chandler est fondé ou non. Le machiavélisme d'une presse assoiffée de sang brille dans toute sa splendeur. Un seul mot d'ordre dans toutes les rédactions, scandale. C'est ce qui fait avancer les médias du monde entier et les accusations d'abus sexuels sur un mineur font de Michael Jackson une cible parfaite pour faire vendre des torchons. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur la légende. À bientôt.